Et notre invité du jour, c'est vous, Irina Dmitrichine. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine, historienne, maîtresse de conférences à l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Une première question, il y a ces avancées qu'on attend, dont se félicitent les Ukrainiens depuis quelques jours. Il y a évidemment ces propos hier soir de Volodymyr Zelensky et puis cet après-midi, le porte-parole de l'armée ukrainienne qui fait état d'avancer sur le front sud, un front un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière tout cela aujourd'hui ? Eh bien que les Ukrainiens ont préparé leur offensive depuis plusieurs semaines en faisant des choses avec beaucoup d'intelligence, de circonspection, en préparant le terrain et que maintenant, après avoir fait plusieurs attaques où on ne savait pas s'ils allaient attaquer dans le sud, dans l'est, du côté de Kharkiv, du côté de Donbass. Les Russes non plus, visiblement. C'est ça qui aurait fonctionné. C'est ça qui a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs, ce que j'appelle les leurs, en fait. Il y a vraiment des choses qui ont été lancées, qui ont fait croire que l'attaque aura lieu du côté du sud, obligeant les Russes à dégarnir certains côtés pour concentrer les troupes dans le sud. Et finalement, l'offensive commence plutôt du côté de Kharkiv, tout en se poursuivant du côté de Kherson ou dans le Donbass. Et donc, c'est cette stratégie et ce côté très pensé de l'attaque qui a été précédée, je le rappelle, par la destruction des entrepôts, des munitions, des réseaux d'approvisionnement de l'armée russe, qui a coupé les troupes russes de leurs arrières. Et tout cela permet à l'Ukraine d'aller vite et à désorganiser, en fait, tout simplement les troupes russes qui battent en retraite de manière désorganisée, ou comme on dit, ils se retirent victorieusement alors que les Ukrainiens avancent lâchement. Donc c'est Alors eux, les Russes n'ont pas tout à fait le même propos et ils disent qu'ils se retirent pour se repositionner et se réorganiser autrement. Quand on voit ces images, on va peut-être les revoir à nouveau à l'écran, de soldats ukrainiens arrivant dans des villes, des villages et parfois des localités hautement stratégiques, Izium notamment, ce drapeau ukrainien qui flotte de nouveau au-dessus de ces localités. On serait tenté de penser que les cartes sont en train d'être redistribuées, qu'on a un tournant du conflit. Est-ce qu'il ne faut pas quand même se méfier et pas être tenté de vouloir aller trop vite? Je pense que les Ukrainiens, d'abord, ça fait 6 jours qu'ils avancent. Le ministre de la Défense a dit qu'il y aura un arrêt, en quelque sorte, pour asseoir les positions. Donc, c'est pas tout d'avancer. Il faut aussi tenir ces positions qui viennent d'être prises. Et pour ne pas les perdre en cas de contre-attaque russe. Les Ukrainiens ont, je dirais, un triomphe lucide. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a un prix terrible qui a été payé, que ce prix va continuer à être payé et donc il faut patiemment prendre mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, village par village. Mais je pense clairement il y a un renversement de situation. Maintenant, il s'agit pour les Ukrainiens de tenir et d'affirmer cette victoire, cette avancée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le ministre de la Défense a déclaré que nous sommes parvenus du côté de Kharkiv sur la frontière administrative entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est déjà symboliquement extrêmement fort. Une réelle étape, plus que symbolique. Tout à fait, parce que l'objectif de l'Ukraine, c'est comme la déoccupation de l'ensemble du territoire. Alors les Russes, le porte-parole du Kremlin a réagi au lendemain évidemment de ces annonces et annonce que les objectifs restent maintenus. On est peut-être dans la façade, mais en tout cas les Russes expliquent qu'ils sont en train de bombarder intensément les localités qui viennent d'être reprises par les Ukrainiens. On était tout à l'heure avec notre correspondant à Kiev qui effectivement nous confirmait une frappe sur Kharkiv. Est-ce qu'il n'y a pas un risque très fort de représailles aujourd'hui? Il y aura forcément des représailles, mais les Ukrainiens ont dépassé le stade de la peur. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'exactions, il y a tellement de choses, tellement d'atrocités, de destructions, etc., qui ont été commises que le seul objectif aujourd'hui des Ukrainiens, c'est la victoire. On n'est pas dans les pourparlers. On n'a pas besoin de paix à tout prix. On a besoin de victoire. Et les Ukrainiens vont se battre. La réponse des Russes était d'une grande lâcheté. Ils ont bombardé les centres, donc les centrales électriques, thermiques qui approvisionnaient en électricité les régions de Kharkiv, il y a un vrai blackout dans la partie est. Il y a un vrai blackout dans la partie est, sachant qu'on va vers l'hiver. Donc, ce qui veut dire que si ce genre d'opération se poursuit, et il y a un risque de pénurie en chauffage, en électricité, en eau, puisque c'est les pompes qui font fonctionner les centres d'approvisionnement en eau. Mais le président Zelensky a eu une très belle formule hier en répétant, en scandant presque. Donc, vous voulez qu'on soit sans eau, eh bien, on sera avec l'eau, on sera avec l'électricité. Et la seule chose qu'on n'aura pas, c'est vous sur notre territoire. Enfin, en ukrainien, c'était fait de manière
extrêmement joli et scandé. Donc je pense que les Ukrainiens aujourd'hui annoncent avoir restauré 80% d'approvisionnement en électricité dans les localités qui ont été bombardées. Et effectivement, la réponse des Russes est de la destruction massive. Et donc c'est quand même cocasse de voir que la Russie, qui prétendait libérer la population ukrainienne du nazisme, aujourd'hui s'en prend à cette même population en bombardant les centres vitaux de ces villes pacifiques. On voit certaines fissures qui apparaissent aussi en terrain russe, de grandes figures qui jusqu'ici ont défendu les intérêts et la parole aussi du Kremlin. On voit certaines interrogations quand même émerger aussi au sein de la population, notamment dans les médias russes. Est-ce que tout cela est un signe justement qu'on est peut-être un tournant et que le rapport de force peut complètement s'inverser? Vous y croyez-vous, en tout cas, quand on vous entend? Je ne sais pas si on peut parler de rapport de force. On peut parler, je pense, de la différence entre un peuple qui se bat pour son pays, qui défend sa terre, qui défend son indépendance, et une armée d'occupation. Ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est la motivation. Bien sûr, il y a aussi les armements occidentaux qui ont été livrés à l'Ukraine et qui aident l'Ukraine à bombarder. Vous avez vu ces hommages appuyés rendus aux Australiens, notamment, ou aux Américains. Donc, ces armes qui ont permis donc la destruction des entrepôts et des tirs. Mais c'est l'endurance du peuple ukrainien qui est sa principale force, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je pense, oui. Je pense qu'on se bat pour sa terre. En Ukraine, c'est résister pour exister. Les Ukrainiens sont conscients que si l'Ukraine arrête de se battre, l'Ukraine arrête d'exister. Et donc c'est la motivation qui joue aujourd'hui. Les remontées que vous avez aujourd'hui du terrain des Ukrainiens, c'est quoi exactement? Il y a évidemment plusieurs niveaux dans l'appréhension psychologique de cette guerre. C'en est une, même si c'est pas appelé comme ça par les Russes. Il y a eu l'effroi d'abord, et puis on s'est adapté, et puis on a décidé d'aller au bout. Oui, donc il y a une concentration et je dirais pas une colère froide, mais la conscience claire qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il ne faut rien lâcher. Si tu es fatigué, eh bien tu te reposes un petit peu et tu reprends. Et on a oublié, et l'Ukraine a vraiment fait preuve de cette organisation horizontale, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il peut, là où il peut, avec les moyens dont il dispose. Donc chacun contribue à l'arrière-front, au milieu. Donc ceux qui peuvent prendre les armes l'ont fait. Il y a tout un pays qui est derrière son armée et aujourd'hui rend hommage à cette armée, et sans oublier le terrible prix qui est payé, parce que les pages Facebook aujourd'hui, c'est donc on voit défiler la joie de voir tel village libéré, tel kilomètre avancé, etc. Et en même temps, on a les photos des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui sont tombés au combat. Donc les Ukrainiens sont extrêmement lucides. Il n'y a pas de triomphalisme guilleret, si vous voulez. On est ravis, on ne boude pas notre plaisir, mais on est conscient que tout cela va prendre encore du temps et qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. On reste sobre, effectivement. Merci beaucoup, Irina Dmitrichine, d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Vous étiez notre